La guerre en Ukraine a donc démarré le 24 février 2022. Le 26 février 2022, 2 jours après, on voyait débarquer Amazon Web Services, encore, les mêmes, qui proposaient de récupérer les données du gouvernement de M. Zelensky. Il y avait 10 000 gigas de données. 10 000 gigas, c'est à peu près 10 000 disques durs, qu'ils ont fait passer de Kiev en Pologne et qu'ils ont fait ensuite passer dans le cloud Amazon. Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee afin de maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre d'Openbox TV et avoir accès à des événements et des contenus originaux. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Alors aujourd'hui, une émission pointue sur la géopolitique de l'intelligence artificielle. Absolument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans les médias on parle d'intelligence artificielle, alors là c'est un nuage d'informations, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais ce qui est intéressant dans cet essai, c'est qu'on associe l'intelligence artificielle à la géopolitique. Exactement. Et là je vous laisse développer avec un expert en la matière. Oui, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle aujourd'hui, c'est vrai, hein, c'est un sujet qui occupe des colonnes et des colonnes dans les journaux, à la télévision et partout, mais c'est vrai aussi que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce que c'est. Ils mélangent un peu tout, donc il y a un vrai problème de ce côté-là, et un deuxième problème, c'est effectivement de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, en définitive, où on va, hein, et également, il faut le dire, aussi, qu'est-ce que ça représente au niveau des rapports de force des entreprises qui développent l'intelligence artificielle, les États. Il y a tout un ensemble de choses qui vont se confronter les unes aux autres. Alors, pour parler, alors là, je suis d'accord avec vous, pour en parler, il faut un expert, mais un vrai, hein, pas un expert de plateau TV, hein, un vrai. Alors, on a cherché. Et puis on a trouvé l'auteur de ce livre, que vous allez voir incrusté sur l'écran, Stéphane Le Doharé, qui a écrit ce livre de géopolitique sur l'intelligence artificielle et qui a plusieurs caractéristiques. Enfin, pour moi, il en a plusieurs. D'abord, au départ, c'est un biologiste en forme de formation. Or, lorsqu'on arrive dans l'intelligence artificielle à certains niveaux, on s'aperçoit qu'il y a des choses assez similaires, où on fait des constructions assez similaires, je dirais, à celles de la nature dans certains domaines. C'est un militaire, un officier qui a servi, on peut le dire, c'est pas un secret, dans les forces spéciales, dans une des meilleures unités des forces spéciales, on va dire ça comme ça, hein, qui en plus est habitué à confronter à de vrais problèmes et qui sait aussi l'intérêt d'utiliser des outils pointus parce qu'on en a besoin. Alors, vous qui êtes un spécialiste, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Alors, merci de cette première question. Je commence à la question dure, mais on rentre directement dans le problème. Ça commence fort. Ça commence fort. J'aime bien les choses simples. En fait, on va commencer par définir l'algorithme. Un algorithme, c'est 1 + 1 = 2. Simplement, ça, c'est un algorithme. La différence avec un algorithme d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une petite caractéristique qu'on va rajouter et qui va faire que le résultat n'est pas forcément 2. Alors là, c'est des mathématiques, on sait que 1 + 1 = 2, mais si on prend un pot de crème avec un deuxième pot de crème, ça va faire 100 millilitres de crème. Si on rajoute une petite valeur variable, ça va faire 110 millilitres. Oui. Et donc, on a cette petite variation qui fait qu'on a l'impression que c'est peut-être intelligent, qu'il y a une intelligence là-dedans. Bon. Si on prend l'historique, le terme intelligence artificielle vient de la conférence de Dartmouth en 1956. Marvin Minsky, qui crée cette conférence, définit un terme qui s'appelle Artificial Intelligence en anglais. Il faut bien comprendre que c'est de l'anglais. Il y a beaucoup de monde qui a traduit ça en français en intelligence artificielle, mais le mot anglais pour intelligence, c'est smart, c'est pas intelligence. Sinon, exactement. La CIA, Central Intelligence Agency, ça serait une agence centrale intelligente, ça se saurait. Bon, donc en fait, le terme déjà est pas bon. L'intelligence dans ce cadre-là, c'est la connaissance des choses. En fait, c'est pas le brain, c'est pas le cerveau. Oui, c'est ça, c'est la compréhension des choses. C'est la connaissance des données qu'on a. Si on reprend le terme de la CIA, toutes les infos qu'ils récoltent, ils récoltent plein d'informations, et à partir de là, il y a une intelligence qui sort, qui émerge de toutes les informations qu'on a trouvées. Et ça, c'est vraiment le rôle d'un analyste, il va analyser tout ça, et cette intelligence-là, cette analyse-là, elle est faite par des algorithmes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence artificielle, mais il faut bien faire la différence.
Après 1956, on arrive à certains points clés qui sont des points qui généralement amènent à des vrais changements, à des vraies révolutions, si on parle d'intelligence artificielle. Un des premiers, enfin pour moi j'ai identifié pas mal de points, mais un des plus importants, il y en a quelques-uns qui sont importants. 2012, ImageNet, un concours organisé par un chercheur au Canada. Et ce concours définit, voilà, il y a des humains et des robots, et on doit, enfin des capteurs qui regardent des centaines d'images. On sait que l'humain va faire 5% d'erreurs dans les images. Et généralement, chaque année, l'algorithme fait 30% d'erreurs. En 2012, on rajoute dans l'algorithme les fameux, ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux de neurones, une façon de calculer, une façon de calculer un algorithme 1 + 1 = 2, mais avec plusieurs calculs à la suite, qui font que ça devient un peu plus complexe. Et cette année-là, de 30% d'erreurs, on passe à 12% d'erreurs. Et l'année suivante, on descend encore et on se rapproche de l'erreur de l'humain. Et les industriels, quand ils voient ça, ils se disent « Ah, mais là, il y a quelque chose à faire. » Et un des mots importants dans l'IA, c'est « Tiens, c'est bankable. Tiens, on peut faire quelque chose, on peut faire de l'argent avec. » Et à partir de là, des investissements arrivent et on a des chercheurs qui retrouvent de l'argent, donc du nerf de la guerre, pour continuer à chercher et à trouver des nouvelles façons de créer des algorithmes. Ensuite, il y a un autre mouvement un peu plus tard. Bon, il y a Garry Kasparov qui se fait battre aux échecs par Deep Blue, un ordinateur d'IBM. Et puis, alors là, excusez-moi, j'allais vous en parler. Je me suis dit, ça c'est le monde entier était devant sa chaîne de télévision. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à un moment, on a rentré un certain nombre de données et l'ordinateur a intégré de plus en plus de finesse pour battre un humain aux échecs. C'est de la puissance de calcul. C'est que de la puissance de calcul ou l'intelligence artificielle intégrée? On est sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs formes. Alors, si on rentre dans les détails, on va en avoir une émission pour 5 heures. Non, mais c'est vrai que ça avait marqué le monde entier. Un humain, le champion du monde, battu par un ordinateur IBM. Pour simplifier, on va dire que ce sont ce qu'on appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est un peu ce qu'on trouve en comptabilité. En comptabilité, on a un bilan, on a le compte de résultats, etc. Et tout ça, on peut rentrer d'un côté des factures ou quoi. Et il va nous faire tout seul la TVA, il va nous mettre ça dans le bilan. Enfin, on va sortir le compte de résultats. Enfin, tout va être calculé à partir de choses, mais il n'y a pas d'originalité, comme je disais tout à l'heure, avec une petite chose en plus. Il n'y a pas. Donc ces systèmes experts, ils marchent très bien. Et puis, donc, ils marchent pour gagner aux échecs. Par contre, pour gagner au Go, c'est un peu plus compliqué parce que le Go, c'est un jeu chinois. Évidemment, les Chinois sont un peu différents des Européens. Le jeu d'échecs, c'est un jeu d'affrontement, noir contre blanc. Le jeu de Go, et j'invite tous les auditeurs à jouer au Go parce qu'on comprend exactement ce que fait la Chine quand on joue au Go. La stratégie chinoise, c'est la stratégie du jeu de Go. Ouais. C'est incroyable, à tel point qu'on pense au port du Pirée, par exemple. Donc le jeu de Go, lui, il va mettre 10 ans en 2017, on va arriver à le mettre en forme de façon algorithmique. Et c'est une société montée par un jeune Anglais qui s'appelle Demis Hassabis. La société s'appelle DeepMind. Elle sera rachetée par Google et ils vont mettre en place un logiciel. Et là, ils vont jouer un joueur qui s'appelle Lee Sedol. Et en 2017, Lee Sedol se fait battre. C'est le 3e joueur, c'est pas le champion du monde de Go, mais 3e joueur de Go, qui se fait battre par l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'en Chine, tout peut être déifié. Tout. Et le jeu de Go a une importance énorme. Et la culture chinoise. Et là, on a ce qu'on appelle un moment Spoutnik pour l'IA. C'est le jour où Lee Sedol se fait défaire par un algorithme qui s'appelle AlphaGo. AlphaGo by Lee Sedol. Et là, en bas de combat, on ne le sait pas trop, mais 3 mois plus tard, les Chinois refont faire un jeu en comité fermé. Et à partir encore une fois, une victoire incroyable de l'algorithme, les Chinois vont là, à ce moment-là, remodeler toute leur vision de l'IA jusqu'en 2049. Le plan de Xi Jinping qui définit l'IA jusqu'en 2049, c'est là qu'ils décident, on va tout changer, on va tout refaire, on va tout revoir. Mais AlphaGo, c'est aussi intéressant pour autre chose, et c'est aussi donc un logiciel intéressant parce que AlphaGo va se faire battre par AlphaGo 0, qui est une version supérieure d'AlphaGo, où là on va lui dire tu vas jouer contre toi-même. Ensuite, AlphaGo 0 va se faire battre par Alpha 0. Alpha 0, c'est le même algorithme, mais on lui donne aucune règle. Aucune règle.
tu joues, tu sais pas à quoi tu joues, et tu joues 100 000 parties d'un côté, 100 000 parties de l'autre, les deux gagnants jouent ensemble, et les 100 000 gagnants jouent ensemble. Et en 5 heures, ils arrivent à comprendre ce que c'est que le Go, battre les autres jeux de Go, AlphaGo 0 se fait battre, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que AlphaGo, donc c'est un jeu de plateau, hein, la société Google, DeepMind Google, dit bah, tiens, on va faire autre chose, on va faire un autre jeu. Et ce même algorithme va servir à 3 autres jeux. Lord of Minecraft, par exemple, qui est un jeu où il y a des équipes, il y a du terrain, donc ça bouge, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, ils vont se dire, bah, cet algorithme-là, on va faire autre chose, on ne va plus le mettre dans un jeu, on va regarder la structure des protéines. Il n'y a rien à voir a priori, mais l'algorithme fonctionne aussi pour définir qu'est-ce que c'est que la structure d'une protéine. On a des acides aminés, alors bon, on a des petits blocs, typiquement un cheveu c'est fait de petits blocs qui se mettent ensemble et qui font une conformation soit bouclée, soit droite, voilà. Ben ça, c'est défini par... c'est notre ADN qui code les cheveux, hein, l'ADN qui code un ARN qui code les cheveux. Et ben ça, algorithmiquement, on sait le faire aujourd'hui par AlphaFold, qui est issu d'un jeu. Et puis la société continue à se dire, bah, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ils continuent par faire les mouvements d'un bras robotique. Comment on fait pour voir qu'un bras peut prendre une pomme, une poire, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive d'un logiciel qui faisait un jeu de Go, qui jouait au Go, qui ensuite fait de la structuration protéique, et qui ensuite fait des mouvements de bras. Le même algorithme, le même code à l'intérieur arrive à faire ça. Et ce AlphaGo est intéressant parce qu'on voit l'évolution que peut donner un algorithme. La vie d'un algorithme doit être surveillée éthiquement parce qu'il peut passer d'un jeu à quelque chose de plus embêtant. Suite à ça, on déroule et on arrive encore à un autre moment Spoutnik, on va dire, c'est évidemment ChatGPT en 2022. Et là, on a l'éveil la conscience du monde que l'IA peut devenir un super secrétaire. La conscience au quotidien de notre travail au quotidien, pour tout le monde. Exactement. Oui. Et donc c'est encore un moment important parce que la société civile, on va dire, se rend compte que ces choses existent de façon très visible et de façon très rapide. Il y a une chose très importante, c'est la rapidité avec laquelle les choses interviennent. Je peux vous donner un petit exemple en revenant sur les drones. Un jour, on a eu des drones partout, dans tous ces magasins-là. C'est arrivé d'un coup. Pourquoi c'est arrivé d'un coup? Parce qu'il faut savoir que dans les années précédentes, les chercheurs avaient fait tourner des drones dans leurs universités, dans leurs labos. Ils les faisaient passer dans des cerceaux, à l'envers, à l'endroit, etc. Et ils avaient le programme qui enregistrait tout. Et à partir du moment où le programme a été OK, un peu comme ce qu'on a vu dans l'ImageNet, le concours ImageNet, à un moment, ça a été bankable. À un moment, on a pu mettre de l'argent. Et à un moment, les investisseurs sont arrivés et on dit, bah voilà, là, on a des drones qui marchent, on peut les vendre en avant. Et là, ça a déroulé, de l'argent est arrivé, et d'un coup, on a vu des drones arriver partout. Cette notion de vitesse, il faut l'avoir en tête quand on parle d'IA, parce que, alors là, on va passer un peu dans la prospective, mais la prospective que je vois, moi, c'est la conjonction de ChatGPT, de l'IA et des robots. Et la notion de vitesse, elle arrive au moment où, d'un coup, on va avoir des robots qui vont arriver, qui sont doués d'IA, et là, on comprend plus ce qui se passe, parce qu'on n'est pas armé pour recevoir d'un coup un robot qui va nous servir le café, qui va faire étudier nos enfants, qui va nous faire le ménage, etc., etc. Alors justement, merci, parce que là, on vient d'avoir un rapide mais très clair exposé sur l'histoire de l'IA, en définitive, hein, jusqu'à nos jours. Ça, c'est important, parce que ça va permettre de bien comprendre, je pense, pour tout le monde, un peu comment ça s'est passé. Et voir que maintenant, on est rentré dans une époque où tout le monde parle d'IA, tout le monde fait de l'IA, et on annonce des résultats spectaculaires chez les uns, chez les autres en IA. Alors justement, dans ce cadre-là, le monde, aujourd'hui, il y a le bloc chinois, il y a le bloc américain, vous avez commencé à en parler, de l'un et de l'autre. Et puis, il y a aussi les Européens, quand même, qui existent, et puis peut-être d'autres. Alors, où on en est, en définitive, en IA? Parce que quand j'écoute Donald Trump, je prends Trump qui dit « Je vais mettre 500 milliards, ou je ne sais plus combien, sur l'IA ». Très bien. 15 jours après, il y a les Chinois qui disent « Attendez, on nous a dit que vous étiez fort en IA avec ChatGPT puis AI, mais nous, regardez, on a sorti DeepSeek, ça marche mieux, c'est moins cher. »
Et puis, il y a 15 jours après, il y a un autre Chinois qui dit « Attendez, DeepSeek, c'est bien, mais nous, c'est beaucoup moins cher et c'est aussi efficace. » Et nous, les Européens, on a eu un Français, Mistral, qui nous dit je suis très bon, j'ai encore du chemin à parcourir, mais je suis très bon. Où on va là? Est-ce qu'on est dans une compétition mondiale ou est-ce que les cartes, est-ce que c'est déjà joué, ou on est dans une compétition mondiale, et dans cette compétition mondiale, quelles sont les chances des uns ou des autres, ou comment vous voyez l'évolution des uns ou des autres? La première façon de voir les choses, c'est déjà, pour encore une fois faire des choses simples, on est soit consommateur d'IA, soit on est créateur d'IA. Déjà, ça définit deux sociétés, deux populations de personnes, ou d'entités en tout cas. Si on prend ChatGPT, il y a les consommateurs de ChatGPT, toutes les personnes. J'utilise le logiciel, et les créateurs de ChatGPT qui, eux, font autre chose. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça leur sert de nous proposer ça? D'une part, de faire de l'argent, de récupérer de l'argent, puisque c'est payant, et puis de récupérer nos données. Donc ça, la notion d'utilisation de l'IA, il faut vraiment être... Moi, j'aimerais que vos auditeurs soient conscients qu'à chaque fois qu'ils utilisent une IA, ils sont pas face à une création, ils sont consommateurs. C'est tellement important que si on prend la ville d'Arcachon, savoir que la ville d'Arcachon, en octobre 2024, a donné l'accès à ChatGPT payant à tous ses administrés. C'est intéressant parce que ça veut dire que la ville définit elle-même que démocratiquement, on a payé des impôts pour financer ChatGPT, qui est une société qui... ChatGPT, c'est OpenAI. Et donc, c'est complètement bizarre comme prise de position d'un maire, pour moi en tout cas. Et les données de la ville, en tout cas des personnes qui vont faire la demande et qui vont l'avoir, en tout cas, vont envoyer toutes les données de la ville, de ce qu'elles font dans la ville. Je marche, je vais à tel endroit, à tel jour je fais ça, je pose telle question parce que j'ai besoin de savoir s'il y a un cinéma, s'il y a ça. Toutes ces données-là vont être récoltées par une société américaine. Donc, est-ce qu'on est créateur ou est-ce qu'on est consommateur? L'intelligence artificielle se nourrit des gens qui l'utilisent par telle ou telle application. Donc, si vous utilisez ChatGPT ou autre, et vous dites effectivement, tous les jours je vais à la boulangerie, tous les jours je vais... C'est intégré dans le logiciel et ça devient une donnée. Et donc, on sait tout sur vous. Si on regarde qui, par exemple, a la meilleure base de données de reconnaissance faciale? Évidemment, aujourd'hui, la reconnaissance faciale, c'est plus un sujet. On a beau politiquement se dire ou éthiquement se dire c'est pas bien, il faut pas le faire, etc. C'est fini, on sait que les données sont déjà récoltées. Mais récoltées par qui? Je vais vous donner deux exemples. J'ai une société qui fait de l'informatique et j'ai un conseil régional qui me demande de gérer un bâtiment sur 3 étages, 3 bâtiments, etc. Et on met des caméras pour sécuriser le bâtiment. Et moi, de mon côté en informatique, je regarde ce qui se passe dans les réseaux, qu'est-ce qui passe dans les réseaux. Et quand on allume le bâtiment pour le mettre le livrable, là les réseaux s'allument et on a une bande passante qui part en Chine directement. Directement, on a des signaux, des datas qui partent en Chine, juste en allumant. Donc je regarde ce que c'est, je bloque tout et je vois qu'en fait les caméras envoient tout ce qu'elles filment dans un data center chinois. Et donc je regarde ce que c'est. Effectivement, les Chinois, les deux principales ventes de matériel de caméra sont chinois. Et donc là, je me dis, en fait, c'est eux qui ont la meilleure base de données de reconnaissance faciale. Pourquoi? Parce qu'ils ont les Chinois. Et qui d'autre que les Chinois a des reconnaissances faciales de Chinois? C'est pas évident. Ils ont les Africains, parce que les Africains, ils ont commencé à acheter des caméras d'abord. Ensuite, ils ont 2 banques d'investissement chinois qui ont dit, tiens, on peut vous mettre de l'IA sur vos caméras qu'on vous a vendues. Donc, ils ont récolté aussi les faciès africains qui sont complètement différents. On sait que, par exemple, en RDC ou au Congo, c'est pas les mêmes faciès que dans d'autres pays. Mais c'est des données qu'ils ont. Et les données européennes, ils les ont aussi par les caméras qu'ils nous ont ponctionnées, plus aussi les petits jeux TikTok, etc. Mettez des oreilles sur vous, etc. Et là, on pompe aussi les données. Donc tout est pompé, en effet. Voilà. Et le gagnant dans l'histoire, dans l'IA, à chaque fois, c'est celui qui a la plus grosse base de données, de données fiables, en fait. L'intelligence artificielle, la problématique, en fait, en géopolitique, c'est qui va avoir les données. Et qui va avoir les données de tout? On parle de faciès, mais ça peut être les données de santé. Les données de santé, on sait que
elles sont récupérées. En France, par exemple, on a à Marseille l'Institut Paul-Calmette, qui est l'institut qui a la plus belle, on va dire, base de données de cancer, qui n'était pas encore sortie en fait, hein, qui était encore cloisonnée, on va dire, en termes de sécurité informatique. Et qu'est-ce qu'on voit ? On a un chercheur qui est à l'IPC, à l'Institut Paul-Calmette, et qui dit, voilà, moi j'ai ma recherche à faire, et j'ai cette bourse d'études de recherche. Bon, pour l'avoir, comment je fais ? J'ai besoin d'un système d'IA qui fait ci, qui fait ça, etc. Et j'ai besoin d'un data center. Il se tourne vers son DSI, son directeur informatique de l'IPC. Il dit, voilà, qu'est-ce que tu me proposes ? Et le directeur informatique, comme en France, les hôpitaux sont dans un état qui est celui qu'il est, dit, je ne peux rien pour toi. Et dans le même temps, il voit un commercial qui arrive, qui est un commercial de Amazon Web Services, la partie cloud d'Amazon, et qui dit, mais moi, je sais faire ça. Et le chercheur, il fait quoi ? Est-ce qu'il fait manger ses enfants avec sa bourse de recherche et puis il va avec Amazon ? Ou est-ce qu'il attend que le directeur informatique lui trouve une solution qui n'existe pas ? Il va avec Amazon. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas très très longtemps de ça, on a la base de données du cancer qui a été infiltrée par Amazon. Et donc, on a une structure qui s'en va comme ça. Et j'ai des exemples à foison dans le livre de ce genre de choses. Il faut savoir que la France est un des rares pays avec la sécurité sociale. On a toutes les données médicales très bien référencées. Mais effectivement, on n'a pas de data center, on n'a pas d'IA médicale, ou en tout cas pas développée. Et les Américains, d'ailleurs on a signé un accord, je crois, avec Général, avec les Américains pour gérer ça. L'intelligence artificielle, elle fonctionne avec plusieurs éléments. Elle fonctionne avec la data elle-même. On a compris qu'il fallait avoir des données. Ouais. Elle fonctionne avec le stockage. Et c'est pourquoi ça a fonctionné, parce qu'il y a des disques durs de plus en plus énormes et qu'il faut bien stocker toutes les données. Oui. Elle fonctionne avec une capacité des processeurs à aller vite. D'abord, c'était les CPU, ce qu'on appelle les CPU, c'est les processeurs normaux, et puis après, c'était les GPU, les processeurs graphiques, parce qu'ils fonctionnent en calcul parallèle, et donc on arrive à faire des calculs en parallèle. Donc on fait 40 calculs au lieu d'en faire un à chaque fois. Donc c'est ça qui va faire que ça va aller très vite, et que c'est là que c'est intéressant. Cet ensemble de choses, avec l'avènement des réseaux sociaux qui ont amené un énorme flux d'informations, de tout, a permis de créer des algorithmes différents, a permis de faire évoluer les algorithmes et donc à faire émerger cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, donc ce qui est intéressant de regarder, c'est qui a les data centers, qui a les données, qui a les GPU, et à partir de là aussi, on a des problématiques géopolitiques. Qui a les GPU, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on va parler de Taïwan, mais qui a les GPU, ça veut dire aussi qui a les terres rares pour les faire. Donc ça veut dire que voilà, on va revenir sur la Chine, puisque la Chine a 90% des terres rares. Qui a les data centers ? On va revenir, par exemple, revenons sur la France. OVH aurait pu avoir un data center, mais il faut savoir que quand ils sont rentrés en bourse, OVH, le mois où ils sont rentrés en bourse, je vous invite à regarder, ils ont eu un feu dans deux entités qui correspondaient exactement, je veux dire, aux endroits où étaient les données de santé. Pour la petite histoire, les données de santé, il faut qu'il y ait un médecin en France qui touche aux données de santé, on est obligé d'avoir un médecin. OVH, pour ne pas avoir deux endroits différents à Roubaix et à Tourcoing, ils ont fait un seul centre à Roubaix, mais deux bâtiments différents. Mais les données étaient dans des bâtiments conjoints. Le feu a pris aux deux endroits où il y avait les données de santé. Toutes les données de santé ont été perdues. À Marseille, on a un centre d'infertilité où toutes les données ont été perdues. À l'entrée en bourse, spontanément, bien sûr. À l'entrée en bourse d'OVH. La deuxième entrée en bourse, 15 jours plus tard. Toujours spontanément. 15 jours plus tard, rebelote, entrée en bourse d'OVH, on recommence. Il y a une enquête au moins. Et là, bizarrement, il y a un hacking. En tout cas, il y a eu un gros problème encore. Et OVH a eu des difficultés à entrer en bourse. Là, ce qui est marrant quand même, c'est qu'avec l'élection de Donald Trump, OVH reprend du poil de la bête parce que les Européens se disent que peut-être finalement, il faut avoir un cloud européen maintenant. Ouais. Donc on se dit que peut-être on va le monter un peu. Donc on va peut-être voir OVH revenir et avoir finalement un cloud européen. Alors, quels sont ceux qui apparemment, alors parce que là, c'est une question que se pose tout le monde, on nous dit, il y a les Américains d'un côté qui investissent beaucoup, qui veulent se développer, il y a les Chinois de l'autre, il y a les Européens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les positions respectives des uns ou des autres ? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment en avance ou alors non, où tout est possible en définitive, tout reste à découvrir. Enfin, oui, il y a plusieurs options. Alors, il y a, pour l'instant, si on fait un plan à froid, une photo instantanée,
on va dire que les Américains ont les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, etc. Donc ils sont très bien en place. Les Chinois sont très bien en place parce qu'ils ont de la masse. Ils ont 1,5 milliard d'individus. Ils ont travaillé sur 1,5 milliard d'individus. Ils ont la masse aussi. Donc ces deux pôles-là sont les deux tenants des intelligences artificielles massives, on va dire. D'accord. Au niveau européen, on a la France, l'Allemagne et l'Angleterre. La France fait c'est pas mal de symposiums ou de forums, etc. Mais c'est la troisième. Hein. Elle n'est pas en pointe par rapport aux deux autres. L'Afrique a aussi des développements d'intelligence artificielle sur des petits moteurs. Si vous voulez, on peut mettre des moteurs d'intelligence artificielle, mais quand on a des petits algorithmes et pas beaucoup de données, on est quand même moins performant que voilà. Donc les deux gros, c'est quand même effectivement la Chine et les États-Unis et l'Europe. Et là, j'ai beaucoup apprécié une de vos émissions sur les normes, puisque l'Europe, en fait, fait la même chose que le reste. Elle met des normes, mais elle n'a pas le gros bâton derrière pour dire attention, si vous ne mettez pas les normes, ça, je ne serai pas content. Donc elle crée des normes sur l'IA. C'est intéressant au niveau éthique quand même, parce que ça pose les vrais sujets éthiques qui arrivent à la fin de notre discussion. C'est des sujets éthiques qui arrivent. Mais elle est plutôt cantonée à ça. En France, on voit que les investissements en IA, les derniers investissements qui ont été faits là, on voit que 90% des investissements, c'est des investissements étrangers. Donc, ce n'est pas spécialement pour faire des startups françaises, mais c'est surtout pour faire du business et pas de l'IA, quoi. Voilà. Alors, vous parliez des normes. Alors, il y a les normes françaises et les normes européennes. Mais est-ce que la RGPD, qui est une politique européenne de protection des données des Européens, est-ce que ça va pas à l'encontre, je ne juge pas de la protection des personnes, mais est-ce que ça va pas un peu à l'encontre pour alimenter l'IA en données? Parce que la Chine ne l'a pas, les États-Unis ne l'ont pas particulièrement. Donc, pour qu'une IA devienne de plus en plus IA, il faut l'alimenter. Vous avez parlé des Chinois, 1,3 milliard, 1,5 milliard. Si nous, en plus, Européens, il y a cette RGPD qui protège les données personnelles, et très bien, on est limité. Alors, c'est une excellente question, parce que je suis convaincu de... j'ai travaillé dans un comité avec tous les ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, APHP, et 2 députés qui portaient un projet c'était sur la reconnaissance faciale. Et on parlait du RGPD. J'ai proposé à 3 réunions successives aux députés de remettre en cause le RGPD et d'en faire un RGPD 2.0. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses intéressantes dans le RGPD, Règlement général de la protection des données, qui a été créé en 2016 et mis en œuvre en 2017. Et en fait, il y a des choses qui sont intéressantes. Ça a structuré un certain nombre de choses dans l'informatique des sociétés. Mine de rien, la sécurité est meilleure, donc c'est intéressant quand même. On pourrait parler de la cybersécurité, mais on ne va pas en parler là, mais c'est mieux. Par contre, au niveau des données, et le nerf de la guerre de l'IA, le problème, c'est qu'il y a par exemple, on ne doit pas garder des données plus de 3 ans. Oui. Donc on perd un historique monstrueux sur tout un tas de choses, et on ne peut plus faire tourner des algorithmes sur de l'historique. Alors c'est un peu comme la vie, si on ne sait pas où on va, on regarde où on est, ou d'où on vient, et on sait à peu près. Si on fait tourner une IA qui n'a pas d'historique, on n'a pas la connaissance complète du sujet pour proposer quelque chose qui dans l'avenir pourrait être cohérent. Et ça, c'est très très important. Et effectivement, on se tire une balle dans le pied à ce niveau-là du RGPD, bien qu'il amène d'autres choses positives. Mais attendez, ça c'est un point intéressant, ça, parce que vous êtes en train de nous dire qu'en définitive, on pourrait exploiter beaucoup mieux nos données si on n'avait pas cette contrainte qu'on s'est créée tout seul. Hein. Et on peut l'enlever facilement ou maintenant c'est impossible ? En fait, il faudrait que les personnes qui décident des lois soient capables de remettre l'ouvrage sur le métier. Ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Il faut arriver à se dire, on a fait un premier jet, et puis ça va tellement vite. Rappelez-vous, la vitesse, ça va tellement vite qu'on peut se tromper. En fait, le droit à l'erreur n'est pas vraiment permis. On a l'impression que, l'hubris est présent, et on ne va pas se tromper, et c'est comme ça, on a eu raison dès le départ. Mais non, en fait, on peut, aujourd'hui, il faut, je pense, avoir la capacité à se dire, en mettant son ego de côté, je me suis trompé sur ça, j'ai eu raison sur ça, on refait un deuxième jet, et on voit. Et c'est toujours comme ça que ça a bien avancé. Alors que si on reste sclérosé sur des sujets
comme exactement le RGPD, c'est exactement un sujet. On perd des données. Voilà, il faudrait. Et il faut dire aux auditeurs qu'il ne faut pas avoir peur, particulièrement de l'intelligence artificielle, parce que vous avez parlé tout à l'heure des progrès médicaux, et l'intelligence artificielle va dans ce domaine. Sur le cancer, si on n'a pas un historique sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans des cancers, d'un certain nombre d'une base de données, où moi j'ai même travaillé sur la DMLA, où il y a une start-up qui avait implanté un puce dans l'œil connecté au cerveau. Elle a travaillé à partir de bases de données. Et s'il n'y a pas un historique, vous n'avancez pas. Il y a une vraie méconnaissance. Bon, c'est pour ça aussi que dans ce livre, normalement, il est lisible par tout le monde. Et à la sortie du livre, on comprend à peu près de quoi on parle. Et c'est déjà un premier point important de comprendre de quoi on parle. Ensuite, on peut se dire je suis d'accord ou pas d'accord. Mais si on ne comprend même pas, j'ai des exemples je fais des conférences, et j'ai des conférences où j'ai des personnes, 150 chefs d'entreprise sur la sécurité. Ils utilisent des reconnaissances faciales. Et il y en a 3 qui connaissent l'IA, ils savent ce que c'est. Il y en a 3 sur 150. Ça va pas. Il y a un niveau de connaissance très faible en définitive. Voilà. Et les décideurs ensuite ne décident pas en leur âme et conscience sur ce qui est bien ou pas, ils décident par rapport à des lobbies ou des personnes qui murmurent à leur oreille en disant c'est plutôt cette solution qu'il faudrait que tu prennes parce que mon fils l'utilise. Enfin, on en est là. Hein. C'est donc... Est-ce que les objets connectés font partie de l'IA ou est-ce qu'il y a de l'IA dans les objets connectés ? Oui, il y a de l'IA dans les objets connectés. Il y a forcément de l'IA puisqu'il y a de la donnée qui est amenée par ces objets. Alors on pourrait parler de la guerre en Ukraine. Là, les objets connectés ont été tous reliés par une société américaine. Là, oui, ça fait tourner beaucoup d'IA. Il y a beaucoup de choses. Alors, en Ukraine, vous parlez des drones, des caméras ou des... La guerre en Ukraine a donc démarré le 24 février 2022. Le 26 février 2022, 2 jours après, on voyait débarquer Amazon Web Services, encore, les mêmes, qui proposaient de récupérer les données du gouvernement de M. Zelensky. Il y avait 10 000 gigas de données. 10 000 gigas, c'est à peu près 10 000 disques durs. Et ils ont amené des mallettes de disques durs qu'ils ont fait passer de Kiev en Pologne et qu'ils ont fait ensuite passer dans le cloud Amazon. Et donc toute l'information de l'administration ukrainienne est allée dans le cloud américain, Amazon. Et là, ils se sont dit, on va passer à l'échelle, parce que Amazon Web Services gérait déjà des parties de gouvernement, hein, des ministères, certains ministères. Mais là, ils se sont dit, on va gérer toute l'entité totale d'un pays. Et donc là, c'était intéressant. Dans le même temps, il fallait avoir des communications. Et donc, le même jour, on a vu débarquer Starlink, hein, la société d'Elon Musk, qui a proposé de mettre à niveau et en relation tout le réseau. Il a mis tout son réseau. En proposant même les antennes aux personnes, aux militaires et aux personnels civils, des antennes pour qu'ils soient connectés de chez eux, etc. Donc ça, c'était la connexion, les données. Et puis après, il manquait la mainmise américaine, la fameuse géopolitique de l'IA, c'est qu'il y a la mainmise américaine qui arrive 6 mois plus tard, avec une société qu'on connaît qui s'appelle Palantir, qui est une société qui fait des systèmes de recherche de personnes. Il est connu parce que, a priori, ses dirigeants auraient retrouvé Ben Laden en utilisant des données. Elle est utilisée par la DGSI, puisque à l'époque de la refonte des RG de la DST, qui a fait la DCRI puis la DGSI, il fallait un logiciel. On n'a pas de logiciel en France pour faire la recherche des fichiers S. C'est la Palantir qui a été choisie. Pour la petite info, c'est un appel d'offres qui a été reconduit. Une société française qui était levé l'âme pour faire la même chose que Palantir et qui finalement n'a pas été reprise. C'est Palantir qui a été repris une deuxième fois. Là, il n'y a pas longtemps. Là. On ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien qu'on m'explique. Puisque la société française qui faisait la même chose a dit, bon, vous n'avez rien compris. Finalement, on va faire de la finance. On va faire de l'argent. Merci, au revoir. Voilà. Et Palantir est arrivé en Ukraine et a dit, écoutez, on va tout vous connecter. Ça va être super. On a toutes les données. Et on va connecter tous les drones, toutes les données que vous avez sur le terrain qui vont remonter dans un projet qu'on appelle le projet Maven, hein, qui est un projet américain qui permet en fait de faire des décisions sur des stratégies de guerre en direct, quasiment en direct. En direct, En définitive, on peut, en stockant des données
en grande quantité, en les traitant par l'intelligence artificielle, en définitive, on voit qu'une société peut théoriquement, en tout cas, mais peut-être même autrement, ou un autre pays, on parlait pour l'Ukraine, peut prendre le contrôle de toutes les informations et de tout. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, quel est dans le futur, qui peut gagner? Les sociétés qui sont capables de contrôler l'ensemble ou les États qui défendent leurs précarés et leurs frontières? Les États ont peur parce qu'ils savent que c'est compliqué de gagner. C'est compliqué de gagner face à des sociétés. On va prendre l'exemple de Starlink, d'Elon Musk, qui, vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens, il y avait la fusée Diamant avant Ariane, Kourou, Ariane, etc., la grandeur de la France et de l'Europe. Voilà. Et puis il y avait Saturne V, et puis il y avait Soyouz, et tous ces programmes-là, et puis il y avait Spoutnik, donc toute cette période de la guerre de l'espace, enfin la conquête de l'espace, c'est une conquête qui était faite pour des idéaux, en tout cas politiques ou démocratiques ou quoi, enfin des idéaux d'État en fait. Aujourd'hui, c'est pas un idéal d'État qui définit que la Starlink va lancer sa nouvelle fusée. C'est Elon Musk qui veut aller sur Mars. C'est pas un pays, c'est pas le peuple américain qui décide je veux aller sur Mars. Non, c'est un milliardaire qui a décidé ça, avec effectivement, il n'est pas tout seul, la NASA qui est derrière, la DARPA qui est derrière, qui pousse. Il y a beaucoup de choses derrière lui. Il n'est pas arrivé tout seul comme ça. Les fournisseurs de données, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Mais en tout cas, c'est plus démocratique. Du coup, on a une espèce de dichotomie entre ce que choisissent les sociétés multinationales qui décident de faire des choses dans l'IA et les gouvernements qui, eux, commencent à ramer pour contrôler ces gens-là. En Chine, on a enfermé un industriel qui était dans l'IA parce qu'il dépassait les bornes. Alors la Chine a des moyens de coercition qu'a pas les États-Unis, mais pas les autres, donc ils peuvent les arrêter. Oui, mais vous parliez des États-Unis et de la conquête spatiale. Mais à un moment, il y avait un président élu américain qui a dit « I have a dream » ou j'ai un rêve d'aller sur la Lune. Kennedy. 10 ans après, il est arrivé. Oui. Et puis aujourd'hui, les chefs d'État, les politiques n'ont plus particulièrement en tout cas, ils font plus rêver. Et ce sont effectivement des industriels ou des financiers privés qui, quelque part, font un peu rêver et se donnent les moyens d'y arriver, peut-être. Non, mais ça me permet de rajouter aussi une chose, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Chine a été la première à envoyer un satellite derrière la Lune. Oui. Alors on oublie un peu ça de temps en temps, mais aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de qui était en avance, etc. Aujourd'hui, ceux qui sont vraiment en avance, c'est les Chinois. Oui. Je vous renvoie à un livre de Kai-Fu Lee, qui est un ancien de Microsoft, qui a écrit quand on prend des personnes de la Silicon Valley, on les amène en Chine pendant une semaine, ils reviennent, ils dorment pendant un mois. Les Chinois ont une capacité de faire, de refaire, de copier, de recopier, de refaire. Et aujourd'hui, ils sont dans l'innovation. Ils ne sont plus dans la copie. Ils ont été dans la copie un certain temps. Aujourd'hui, ils sont dans l'innovation. Et ils ont le plus grand nombre de brevets qui sort. Et voilà. En termes financiers, les investissements américains par rapport aux Européens, on rajoute entre 3 et 5 zéros dans les zones. Voilà. Mais en revanche, en termes d'impact intellectuel, les Chinois vont très vite en ce moment. En somme, si je comprends bien ce que vous dites, quand on parle en intelligence artificielle, on voit DeepSeek qui est moins cher et plus efficace que par exemple de ChatGPT. Alors, DeepSeek, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça. En fait, ils ont pris un peu les mêmes algorithmes en les modifiant, en rabotant en fait ce qui dépassait, etc. On va dire ça comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que c'est pour la première fois, en tout cas moi, c'est la première fois que je vois une petite lueur qui permet de dire peut-être qu'une start-up européenne a encore une chance de faire quelque chose. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est la première fois que je vois ça avec DeepSeek. Avant, je voyais pas. Avant, je finissais toutes mes conférences en disant arrêtez de faire des startups en IA parce qu'elles se font racheter, elles partent aux États-Unis. C'est ce qu'on voyait en tout cas, c'est ce qu'on voyait. Mais DeepSeek. Mais là, ça démontre le contraire. DeepSeek montre que avec beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de moyens, on arrive avec un peu d'ingéniosité à faire à peu près la même chose, même si c'est moins puissant, même si etc., même s'il y a des défauts, tout ce qu'on veut. Mais quand même, ça montre qu'il y a peut-être une place. Donc ça, c'est un sujet à creuser. C'est intéressant ça, parce que là, vous ouvrez quand même une piste.
C'est la première que je vois depuis que... mais elle est formidable. Elle est formidable parce que moi, j'ai retenu sur l'intelligence artificielle les chiffres annoncés par les Américains. Bon, les chiffres annoncés par les Chinois qui étaient plus élevés que ceux des Américains, puis après les chiffres européens qui étaient ridiculement plus bas que les deux autres, et j'ai dit, c'est cuit, on est mort. Mais là, ce que vous venez de dire, c'est que dans le fond, si on trouve des gens qui sont capables d'être véritablement innovants, on peut trouver des trucs. Donc la bataille de l'intelligence artificielle n'est pas perdue. Alors la bataille est perdue, mais la guerre ne l'est pas. D'accord, si vous voulez. Oui, la bataille actuelle, vous avez raison, pour paraphraser De Gaulle. Si on devait faire effectivement le parallèle, puisqu'on parle aussi un peu géopolitique, entre la puissance chinoise, basée quand même sur les données, et la puissance américaine, je dirais, créatrice. Qu'est-ce qui est important dans l'IA? On ne parle pas d'argent, on ne parle pas des milliards, mais à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important entre cette capacité pour les Chinois d'alimenter, parce que moi j'ai le sentiment que c'est le nerf de la guerre, ou la créativité californienne des startups américaines? Aujourd'hui, la Chine est vraiment en pointe, enfin moi je la vois en pointe par rapport aux États-Unis qui sont restés un peu sur leurs premiers éléments. Ils inventent effectivement tous, hein, mais à la fin, je vois quand même les Chinois faire plus de développement que les Américains. Tout le monde est arrivé à la conclusion qu'il y avait dans le fond, il y avait 37 technologies clés dans le monde pour l'avenir du monde. Vous savez, on en avait parlé une fois. Hein. Il y en a 27, ce sont les Chinois qui dominent, dont 8 où ils ont le monopole. Donc c'est quand même pas rien. Sur les 37 mondiales, 27 sont plus riches. Et sur les 10 restantes, il y en a 7 aux Américains sur le spatial et le numérique et 3 pour les Européens. Donc ça veut dire qu'ils ont un créneau, les Américains n'ont pas grand-chose. Or, je vois l'année dernière, qui a déposé le plus de brevets dans le monde? Huawei, qu'on avait essayé d'assassiner avant, hein, et qui travaille sur la 6G. En plus, ils sont déjà à la suivante. Bon, et sur l'intelligence artificielle et tous les microprocesseurs. Quand vous regardez, on voit que le nombre de dépôts de brevets qui ont été faits, ce sont les Chinois qui ont déposé le plus de brevets dans le monde. Je crains qu'on soit dans une course où les Occidentaux sont mal partis. Il y a une chose à rajouter, c'est que on n'en a pas parlé, mais les différents, on va dire, gros pôles ne voient pas l'IA, ne mettent pas l'IA de la même façon, enfin ne la prennent pas de la même façon. Il y a 3 façons de voir l'IA, de gérer un algorithme. La première façon, c'est d'être dans la boucle de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on est dedans. On sait ce qui se passe, on envoie le signal, il fait son chemin, il revient et on est dans la boucle et on voit, on contrôle. Ça, c'est l'Européen. L'Européen, il fait ça. La deuxième façon, c'est d'être à côté de la boucle algorithmique. C'est-à-dire que l'algorithme va jouer tout seul, mais on a le gros signal, on peut fermer le gros interrupteur. Et là, c'est plutôt les Américains. Les Américains construisent des algorithmes qui peuvent faire tout seul, mais ils sont à côté, ils savent qu'ils peuvent couper. La troisième façon, c'est d'être hors de la boucle. Et là, on est complètement hors de la boucle, on est à côté. On lance l'algorithme et il fait sa vie tout seul. Et les Chinois sont là-dedans. Les Chinois ont lancé un bateau autonome où il y a tous les missiles, etc. Il y a tout qui part tout seul et ça gère tout seul. Donc on revient, là on attaque les systèmes d'armes létaux autonomes, des drones, etc. Et l'Européen n'aura pas a une éthique qui fait qu'il n'aura pas cette façon de faire les choses. Et c'est là où la question que vous posiez, on peut la revoir différemment parce qu'il y en a qui vont être très intéressés par certains algorithmes et puis d'autres, les Chinois par d'autres. Et cette course, elle est compliquée parce que si éthiquement on n'accepte pas d'avoir des systèmes d'armes létaux automatiques, on est quand même dans un monde où en face de nous, on risque d'en avoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc exactement. À un moment donné, il faut arriver à bouger un peu sur ces chaises. Et puis encore une fois, tout n'est pas figé. Il faut aujourd'hui, je pense, arriver à avoir un monde qui est dans ce monde qui est vraiment multipolaire et dans tous les sens multipolaire, il faut arriver à pas être figé en fait. Je pense que c'est un point clé de ne pas être figé. Ça va très vite. Il faut arriver à bouger. Voilà. Si on a un système qui fait ça, il faut bouger quand même. Tant pis, on va voir comment on peut faire. On modifie un peu. Et ça, c'est très très compliqué pour un monde ancien comme l'Occident. C'est une adaptation permanente à une évolution permanente. Ouais, je crois que c'était très intéressant parce que là, on est dans le futur. Là, hein. On est dans le futur, mais c'est très... Mais enfin, on arrive à la fin de cet entretien et
Bon, moi, j'en ai tiré quand même un moment d'espoir, une lueur d'espoir quand même. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais l'impression au départ que tout était joué, et puis non, il y a peut-être des possibilités. Encore faut-il savoir les vouloir et les saisir. Hein. Ouais. Et parce que y a une autre possibilité aussi dont on n'a pas parlé, et j'aimerais en parler quand même, c'est en France, on a une capacité sur le nucléaire, sur l'énergie. Oui, c'est vrai. Et effectivement, les startups en IA se font racheter à tire-larigot dès qu'elles dépassent un certain seuil. Il n'y a pas de licorne qui va dépasser en Europe. Voilà. En revanche, ce qui sous-tend l'IA, c'est l'énergie. Et en fait, l'énergie est un gros bâton que l'Europe cherche. Et la France, en l'occurrence, a quand même des grosses capacités en nucléaire. Et il y aurait des réflexions à avoir sur des startups en énergie qui pourraient contrebalancer cette mouvance en IA qui se passe dans le monde entier, si on arrivait à pousser des innovations dans le monde de l'énergie. Donc là aussi, il y a ces possibilités-là. Donc il y a quand même, j'essaye de donner des lueurs d'espoir, tout n'est pas perdu. Bon, là, on a deux balles, c'est très bien. Là, on termine sur un aspect optimiste. Allez, dis-nous, en tout cas, riche d'opportunités. Donc pour retrouver toutes les facettes de l'intelligence artificielle, je vous recommande ce livre. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.